Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. François Bozizé veut rencontrer le chef de l'État Faustin-Archange Touadéra. François Bozizé toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la Centrafrique en 2013. Ses proches redoutent une arrestation. Les multinationales continuent d'échapper à l'impôt et aux droits de douane. Les pertes pour les trésors publics se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Analyse à suivre dans ce journal. Les perspectives économiques du Sénégal, les autorités tablent sur 6,8% de croissance cette année contre 6% enregistrés au terme de l'année 2019. Mais avant de développer ces titres, l'opposition libérienne, une partie de la société civile vent debout. Elle dénonce la crise économique que traverse actuellement le pays. Le Conseil des Patriotes, coalition d'organisation de la société civile, a appelé ce lundi à manifester le mot d'ordre. La démission du président George Weah au pouvoir depuis janvier 2018 dans ce pays qu'Ebola a plongé dans une grave crise économique, marquée notamment par une forte inflation au Libéria où 80% de la population vit aujourd'hui avec moins de 1,25 $ par jour. La colère de l'opposition également en Guinée où le front se renforce contre la révision constitutionnelle. Manifestation ce lundi à Conakry et dans d'autres grandes villes, manifestation du FNDC, plateforme qui rassemble l'essentiel de l'opposition et de la société civile. Une nouvelle manifestation quelques semaines après l'annonce par le chef de l'État, Alpha Condé, de son intention de changer de constitution. Un projet de nouvelle constitution qu'il soumettra à l'approbation des Guinéens, malgré la contestation massive que suscite un tel projet. Ses opposants et une bonne partie de la population l'accusent d'agir ainsi pour pouvoir briguer un troisième mandat présidentiel en 2020, ce que l'actuelle constitution lui interdit de faire. Depuis son retour d'exil à la mi-décembre, François Bozizé demande à s'entretenir avec le président Faustin-Archange Touadéra. François Bozizé, l'ancien président centrafricain, renversé en 2013, est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. Et désormais, ses proches craignent une arrestation et pour l'instant, son souhait de rencontrer le président reste sans réponse. Philomène Tine. Depuis son retour d'exil à Bangui, la capitale centrafricaine, courant décembre 2019, l'ex-président déchu François Bozizé n'a pas encore obtenu une suite favorable à sa demande d'être reçu par le chef de l'État de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra. L'attente commence à être longue pour l'ancien président centrafricain. Rien n'interdit ou n'interdisait à François Bozizé, du point de vue juridique, de revenir en Centrafrique. Ce droit lui est garanti par la Constitution qui précise que nul ne peut être contraint à l'exil. Que l'on soit bien clair, que l'on soit bien d'accord, Bozizé lui-même ne cache pas son intention de se porter candidat à la présidentielle de l'année prochaine. En exil après avoir été chassé du pouvoir en 2013, François Bozizé serait rentré à Bangui avec l'intention de reprendre le pouvoir par les urnes alors que se profile la présidentielle de décembre 2020. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide lancé par son pays en 2013. Bozizé n'est pas au-dessus de la loi. Sur le plan judiciaire, l'ancien président a bien du souci à se faire. Sur l'épineuse question du statut des anciens chefs d'État, l'Assemblée nationale serait en train de travailler sur une mouture de texte. Après le départ de François Bozizé, la Centrafrique a vite sombré dans de pires violences intercommunautaires. Au même moment, les massacres communautaires se sont multipliés entre Séléka, une coalition de groupes rebelles pour chasser du pouvoir l'ex-président centrafricain, et Anti-Balaka, des milices d'autodéfense mises en place par des paysans. La situation de la presse est toujours extrêmement préoccupante en Somalie. Dans son dernier rapport, le syndicat des journalistes somaliens indique qu'en 2019, les forces de sécurité ont procédé à l'arrestation d'une trentaine de journalistes. Des entraves observables surtout en période électorale ou pré-électorale, comme c'est le cas actuellement dans le pays. Siam Le Victoria Sedji, Marcel Farba Maroun.
38 journalistes arrêtés en 2019, c'est le bilan angoissant que dresse dans son dernier rapport le syndicat des journalistes somaliens. Dans ce rapport, le syndicat lance l'alerte sur les menaces qui ont pesé et continuent de peser sur eux. Et la tenue des élections législatives en 2020-2021 fait naître de nouvelles craintes. Aujourd'hui, la situation en Somalie ne peut pas permettre à un journaliste d'exercer librement quand on sait quand même que sur le plan sécuritaire, les choses ne se passent pas telles qu'on devait le souhaiter. Vous vous rappelez déjà que l'été dernier, au mois de juillet, la journaliste canado-somalienne Adan Nalaye a perdu la vie dans un attentat à Kismayo. Et ça signifie quand même, si vous n'êtes pas directement sous la pression du gouvernement ou des Chebab, mais vous pouvez comme ça, dans le cadre de l'exercice de votre métier, perdre votre vie parce que la sécurité sur place est quand même assez délicate quasiment pour tous les citoyens. Ces dernières années, la situation des journalistes avait empiré sous la pression des islamistes d'Al-Shabaab qui étaient accusés d'assassinat sur des journalistes. Aujourd'hui, d'autres obstacles minent la fonction, car les tenants du métier vivent péniblement l'accès aux services d'État. L'une des raisons de cette situation, c'est que le gouvernement essaie de restreindre l'accès à l'information. Et ce triste constat est une réalité malheureusement partagée par plusieurs pays africains. En novembre 2019, Reporters sans frontières condamnait au Somaliland voisin la fermeture de l'une des principales télévisions indépendantes et l'arrestation de son directeur, dénonçant les tentatives récurrentes des autorités locales de réduire au silence les journalistes. Des dizaines de milliards de dollars, les sommes non déclarées aux trésors publics africains par les multinationales. Beaucoup continuent en effet d'échapper à l'impôt et à éviter les droits de douane grâce à des stratagèmes d'optimisation fiscale. Lutter contre ce fléau, l'un des défis auxquels fait face l'Afrique, notamment à l'ouest du continent. C'est un sujet d'Ange Bijounomenyo. L'UEMOA s'était donné pour objectif d'atteindre 20% de recettes fiscales en 2020. Si en 2019, le total des recettes collectées n'a été que de 14,5%, une marge de manœuvre reste à accomplir. De façon générale, le constat reste le même pour tous les pays africains. Certains analystes proposent alors une augmentation des taxes imposées aux multinationales. Il faut regarder, est-ce qu'on ne peut pas moduler le taux d'imposition sur les sociétés au regard donc du bénéfice ou en tout cas du chiffre d'affaires, de telle sorte à permettre à ce que si l'entreprise réalise beaucoup plus donc, de revenus, puisse être taxée. En 2017, l'impôt sur les sociétés ne représentait que 15% des recettes collectées par les administrations fiscales. Les multinationales profitent en réalité d'un système fiscal international dépassé qui leur permet en toute légalité de ne payer aucun impôt dans les paradis fiscaux. Il faut que l'État soit capable de confisquer effectivement, ce qui pose le problème de la puissance de l'État. Les États africains ne sont pas puissants face aux multinationales. Donc ça fait que les multinationales ne payent pas ce qu'elles devraient payer aux États. Elles payent des miettes, elles bouffent de l'essentiel. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord remonter à la nature de nos États pour affirmer leur souveraineté, leur indépendance et donc implicitement leur puissance. Chaque année, le continent africain perd 30 à 60 milliards de dollars de recettes fiscales. Les experts sont désormais formels sur la question. Pour collecter plus, il faut améliorer les administrations et élargir les assiettes fiscales. Au terme de l'année 2019, le Sénégal a enregistré une croissance économique de 6% au lieu des 6,9% attendus. Pour autant, considèrent les experts de la vie économique de ce pays d'Afrique de l'Ouest, il ne s'agit pas d'une contre-performance car cette croissance reste soutenue et affiche une certaine résilience. Amenedji. Le rapport économique et financier de la Direction de la prévision et des études économiques fait état d'une croissance de 6% en 2019 au Sénégal, en baisse par rapport à la prévision de 6,9%. Une situation relativement attribuable au secteur secondaire et tertiaire qui devrait afficher des hausses respectives de 6% et 5,1% selon le programme pluriannuel pour le pacte de convergence, de croissance et de solidarité 2020-2024. Pour 2019, c'était une année électorale, donc les projections de 6,9 qui en réalité finissent par être en taux de croissance de 6% est une performance en réalité à saluer. Une année 2019 moins bonne que ce qui était prévu avec une activité économique qui a grandement baissé à cause de la campagne électorale de début de l'année qui certainement et sûrement va être repris en 2020, d'où les projections de 6,8% qui sont très largement atteignables. L'année 2020 projette
projette des perspectives favorables au regard des 6,8% de croissance du produit intérieur brut attendu. Cette hausse de 0,8% par rapport à 2019 affiche un taux d'inflation constant de 1,1%. Il faudra, et à la deuxième phase du PSE, qui est le deuxième PAP, qui va faire un appel de financement accru pour soutenir le secteur secondaire et tertiaire. Certainement, il y a aussi des niches qui seront pourvoyeurs de croissance. Quant à la situation monétaire en 2020, la masse augmenterait de 10,7% avec une diminution des avoirs extérieurs de 92 milliards de francs CFA. En matière d'échange avec le reste du monde, le compte courant devrait ressortir en déficit de 1 368,3 milliards, soit 9,1% du produit intérieur brut, avec un déficit du solde global de la balance des paiements. Et focus ce matin sur la discorde au sujet du grand barrage éthiopien de la Renaissance qui fait l'objet de dissensions entre l'Éthiopie et l'Égypte. La majorité de sa population étant privée d'électricité, l'Éthiopie considère le grand barrage de la Renaissance essentiel, projet lancé en 2011, essentiel à son développement. L'Égypte, elle, dépendante du Nil à 90% pour son agriculture d'irrigation et son eau potable, dit avoir des droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Amenedji. Longtemps considéré comme le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique vu sa capacité de production, le barrage de la Renaissance sur le Nil fait l'objet de polémiques. L'Éthiopie considère que ce projet lancé en 2011 pour un montant de 4 milliards de dollars est essentiel à son développement, la majorité de sa population étant en déficit énergétique. Avec une capacité de 6000 MW, la construction du barrage est perçue comme une menace existentielle qui fait craindre une pénurie hydrique et alimentaire pour des millions d'Égyptiens. L'Égypte se réclame le droit du berceau de ce patrimoine-là, mais également en face du droit international, le Soudan est confronté donc aux conséquences néfastes de ce barrage que va construire l'Éthiopie. Je crois qu'il est de bon ton qu'on fasse un point de concertation où les trois pays clés puissent travailler ensemble pour trouver des solutions, des portes de sortie. L'Égypte dépend du Nil à 90% pour son agriculture d'irrigation et son eau potable et réclame ses droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Après plusieurs tentatives de négociation échouées avec l'Éthiopie et le Soudan, de nouvelles discussions avaient été entamées en novembre 2019 et les résolutions attendues au mois de janvier 2020. Ceci dit, l'Éthiopie devra reconnaître donc sa responsabilité de pollueur-payeur, qui est un droit international reconnu à tout pays victime d'une pollution environnementale due à l'action d'un autre hors des frontières de son pays. La communauté internationale doit essayer d'accompagner l'Éthiopie et les autres pays afin que le projet soit un projet qui bénéficie non seulement à l'Éthiopie, mais à tous les pays présents dans cette région-là et pourquoi pas à toute l'Afrique. Le barrage de la Renaissance sur le Nil a pour principal objectif la production d'électricité et l'Éthiopie pourrait en exporter jusqu'à 2000 MWh vers l'Égypte et 1200 MWh vers le Soudan une fois sa construction achevée en 2022 comme prévu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.